de la sous-traitance dans les secteurs privés. D'accord, on vous retrouve au cours de ce journal. Merci. Et donc, l'actualité, c'est d'abord la présidence de la République. Il a tenu à faire la lumière au sujet des malentendus qui découlent de ses propos véhiculés à travers les réseaux sociaux. Le cardinal Fridolin Ambongo a été reçu par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes ici à la Cité de l'Union africaine. Kibambe Somoïsa, bienvenue Kabamba, reportage. Soucieux de donner tous les éclaircissements sur ces propos qu'il juge de malentendus sur les réseaux sociaux, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu a été reçu ce jeudi 16 mai à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le cardinal s'est dit satisfait de cette rencontre qui lui a permis de faire la lumière au père de la nation sur les tumultes véhiculés dans les réseaux sociaux. Et tous les tumultes qu'on a entendus sur les réseaux ces derniers temps, j'avais souhaité rencontrer des chefs de l'État. Il m'a donné cette opportunité de les rencontrer aujourd'hui pour qu'en tant que responsable du pays d'abord, le président de la République et le cardinal du Congo, nous puissions faire la lumière sur différents points. Et je dois dire que ça a été un moment de clarification et là où les hommes se parlent, les choses sont claires. C'est avec ces sentiments de grande satisfaction et de gratitude vis-à-vis du chef de l'État que je sors de ce bureau. En fait, il y a eu plus de malentendus que de vrais problèmes. Et c'était la nécessité qu'on se rencontre, qu'on fasse la lumière sur tous ces sujets qui avaient peut-être créé des malaises. Et maintenant, quand on se parle, tout devient clair. Je crois que nous nous retrouvons sur un seul point. En tant que chef de l'État, son souci, c'est le bien du peuple congolais. Et il s'implique corps et âme pour que ce pays puisse retrouver sa sérénité, sa respectabilité sur la scène internationale. C'est un combat qu'il est en train de mener, le souci du peuple congolais. De notre part, en tant qu'Église, notre souci, c'est aussi le bien de ce même peuple, le peuple congolais. Et étant donné que l'objet de notre préoccupation est le peuple congolais, en fait, nous sommes condamnés à travailler ensemble, main dans la main, pour le bien de notre peuple, pour le bien de notre pays qui aujourd'hui est en péril à cause de la voracité de pays voisins comme nous connaissons. Face à l'agression de la RDC par le voisin, le Rwanda, il faudrait une convergence de vues et de pensées pour le bien de la nation et du peuple congolais. C'est ce qui ressort de cette entrevue. Monseigneur Audrey Yevchouk, chargé d'affaires à la nonciature apostolique, a pris part à la rencontre. La population de Goma est résiliente malgré la guerre qui sévit. En tout cas, la ville livre une toute autre image. Dans une interview accordée à la radio-télévision nationale congolaise, le gouverneur militaire a livré le secret de ce développement avant d'annoncer que bientôt les zones sous contrôle des rebelles seront récupérées. Gaëtan Magalano, Gédéon Mutombo. Il y a quelques années, l'avenue du port dans la commune de Goma était un calvaire pour les usagers de cette route. Avant, c'était catastrophe. Traverser, c'était très difficile. Aujourd'hui, un plan de modernisation et de construction se dessine, un projet de 3,2 km. Ce n'est pas facile de construire une route pareille, mais actuellement, quand nous voyons la route qui est en train d'être construite, nous sommes très réjouis. Deux travaux lancés depuis décembre de l'année passée. La durée est de 15 mois. Les travaux évoluent très bien. Depuis le lancement et le démarrage effectif, nous sommes déjà à un pourcentage de 32% d'exécution des travaux. Dans cet espace sera construit un marché moderne dans la commune de Karisimbi. Deux fleurs sont jetées à l'actuel gouverneur militaire par ses vendeuses. En tout cas, tosepeli mingi, tolobi ke nzambe apambola projet e salema. Sur cette avenue, le reste de volcans et l'ingéniosité de la RDC ont produit de merveilles. Deux avenues en pavé, made in DRC.
C'est jeudi dans sa résidence officielle, le gouverneur militaire du Nord Kivu nous livre le secret de cet élan de développement. Nous avions développé une politique de ce que j'appelle production-gestion. C'est-à-dire l'argent qui est produit par la province, nous le remettons dans les projets de développement pour matérialiser la vision du chef de l'État, commandant suprême, que lors de son élection, il avait dit qu'il va moderniser les villes et les territoires. De la sécurité en passant par la lutte contre l'impunité ainsi que la corruption, le gouverneur militaire Peter Chirimwami a adressé un message aux compatriotes de Rutshuru et ceux de Rubaya. Nous sommes en train de nous préparer. Donc, c'est rassurer la population que bientôt, elle va rentrer chez elle. Parce qu'on ne peut pas laisser Rubaya aux mains de l'ennemi. On ne peut pas. Nous allons nous sacrifier. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Et nous savons qu'avec Dieu, nous allons réussir. Merci. Les conflits en Afrique avec comme focus la RDC, le général-major Augustin Moubiaï s'est longuement étendu sur cette question à l'Université nationale de la défense en Chine. Le directeur général du Collège des hautes études des stratégies de défense, CHEST, y conduisait ainsi la délégation des auditeurs de la 9e session de cette école de Djondjibou. Cette visite d'études dans les villes chinoises de Pékin et Shanghai, des auditeurs de la 9e session ordinaire du Collège des hautes études et des stratégies de la défense, CHESD, n'était pas du tout repos. Ces délégations conduites par le directeur général du CHESD, le général-major Moubiaï Mamba Augustin, a permis au commandant du CHESD à l'Université nationale de défense d'expliquer à l'auditoire les enjeux du conflit en Afrique, cas de la République démocratique du Congo, avec la montée en puissance des FARDC. Au regard de cette description géopolitique et géostratégique de la situation en Afrique et surtout en République démocratique du Congo, il se présente deux pôles. Le pôle USA, UE et la Russie d'une part et le pôle la Chine et BRICS de l'autre. Nous pensons que la RDC a tout intérêt à se ranger du côté de la Chine afin de partager les stratégies de développement, car comme la Chine, un Congo debout, c'est l'Afrique qui se lève et bouge comme la Chine bouge le monde. La Chine, un grand pays touristique, a été également une occasion pour la dite délégation de visiter l'Université des défenses, les collèges de formation de la police spéciale, l'Institut international des études stratégiques, la société Norenco, la société polytechnologique et plusieurs sites touristiques. Arrivés à Shanghai, la délégation a visité la base navale, le centre financier de cette grande ville. Et puisqu'il faut le dire, cette visite d'études a été rendue possible grâce à la diplomatie agissante du commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a visité la Chine au mois de mai dernier dans le cadre de réchauffement diplomatique. Voilà, il y a également le gouvernement qui vient de se réunir en conseil et le compte-rendu est fait comme d'habitude par le porte-parole du gouvernement. Il s'agit du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouya Katembe. Nous prenons directement ce compte-rendu. La 135e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 16 mai 2024 à la Cité de l'Union africaine, la 135e réunion du Conseil de ministres.
4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté essentiellement sur 3 points. Le premier, de l'attaque du camp des déplacés de Mugunga et des crimes de guerre du gouvernement rwandais dans la province du Nord. Alors qu'il s'indignait à Berlin et à Paris tout d'abord auprès du chancelier de la République fédérale d'Allemagne le 28 avril dernier, puis 2 jours plus tard du président de la République française de l'indifférence totale affichée par la communauté internationale vis-à-vis de l'agression dont nous faisons l'objet par le et qu'il appelait par la même occasion à la condamnation de cette ignominie et à la prise de sanctions économiques contre le gouvernement rwandais et ses supplétifs du M23, le président de la République a, avec une profonde tristesse, doublée de colère, le 3 mai 2024, l'effroyable nouvelle du bombardement du camp des déplacés de Mugunga en périphérie de la ville de Goma. Cet énième acte barbare à inscrire à l'actif du gouvernement rwandais, coupable au passage des nombreux crimes internationaux et imprescriptibles en République démocratique du Congo depuis près de 30 ans, est venu une nouvelle fois mettre à nu, autant que la prise de la cité minière de Rubaya, 2 jours plus tôt, l'essence prédatrice de cette aventure macabre qui n'a que trop duré. Aussi, elle met face à ses responsabilités, notamment celles consacrées par le principe de la responsabilité, de protéger et de la non-indifférence une communauté des nations beaucoup trop silencieuse face à la tragédie subie par les populations de l'Est de notre pays. Comme annoncé auprès de ses hôtes européens et au lendemain de l'inhumation de 35 âmes injustement arrachées à la vie lors de cette attaque, le gouvernement de la République démocratique du Congo ne ménagera aucun effort et ne lésinera point sur les moyens qui s'offrent à lui pour mettre un terme définitif à cette odieuse agression. À ces propos, le président de la République a rendu un vibrant hommage à nos vaillantes forces de défense et de sécurité, de même qu'à la population qui font face nuit et jour à l'activisme terroriste et criminel de la coalition rwandaise M23 avec une ferme détermination. Enfin, il a réitéré son appel à toutes les filles et tous les fils de notre nation à se dresser comme un seul homme face à nos agresseurs et au gouvernement, de poursuivre les efforts engagés dans le retour de la paix et de la sérénité dans cette partie du territoire national. 2. Du renforcement du capital démocratie par l'instauration d'activités de proximité. Le président de la République a rappelé que depuis 2006 et l'adoption de notre Constitution, les peuples congolais s'est distingué par son profond attachement à la démocratie, principe organisateur garantissant à chaque citoyen la possibilité de se choisir librement au moyen du vote et à des intervalles réguliers des représentants investis de la responsabilité de présider à la destinée d'une nation. Cet attachement s'est notamment ressenti le jour de la convocation des scrutins de décembre 2023, jour témoin de la forte mobilisation ainsi que de la détermination du peuple congolais à choisir ses élus. Aujourd'hui, à la veille de la commémoration du 64e anniversaire de notre accession à l'indépendance et au vu de l'intérêt porté par la population quant à la préservation de notre patrimoine commun, il lui semble donc crucial, notamment pour la consolidation de notre jeune démocratie, de renforcer la connaissance de nos compatriotes dont les plus jeunes sur les fonctionnements de nos institutions. Ceci en instaurant, par exemple, des journées d'échange avec des élus ainsi que des journées portes ouvertes dans les différents lieux de pouvoir, aussi bien au niveau local, provincial, national, notamment la présidence de la République. En effet, en rapprochant nos populations des institutions, tout en veillant à ce qu'elles soient éduquées aux missions et aux pouvoirs dévolus aux dites entités, au moyen d'une pédagogie immersive,
nous parviendrons à nous rassurer d'une meilleure saisine par nos compatriotes des principes, des règles et des enjeux prévalant dans la gestion de la chose publique. Aussi, cet exercice permettra sans aucun doute l'assainissement progressif de l'espace public ainsi que de la sphère politique dont les renouvellements étant attendus. Ces activités pourraient être organisées sur 3 journées successives dans une période de l'année sans qu'elles ne soient de journées nécessairement chômées. D'autres mécanismes tels que l'introduction des étudiants ainsi que des élèves de l'enseignement secondaire à l'usage des dispositifs électoraux lors de l'organisation dans les cycles secondaires et universitaires d'élections estudiantines pourraient également être envisagés en guise d'initiation. Ceci aiderait notamment à éradiquer les pratiques inciviques remarquées et courageusement dénoncées. C'est pourquoi le président de la République a instruit les ministres ayant la culture et la nouvelle citoyenneté dans leurs attributions, sous la supervision du Premier ministre, d'ouvrir la réflexion suivant sa vision décrite ci haut. Une note d'information irrelative devrait être présentée au Conseil des ministres prochainement pour une éventuelle prise en charge dans l'exercice budgétaire 2025. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de rendre effective la collecte de la redevance par les télédistributeurs au profit de la télévision nationale à RTNC. Le président de la République a encouragé le gouvernement à continuer à capitaliser les atouts du numérique par la digitalisation pour l'optimisation de la collecte des recettes et la gestion des finances publiques. Des efforts substantiels dans ces domaines doivent davantage être déployés à tous les niveaux, surtout lorsque ces solutions sont disponibles et à portée de main. En effet, s'agissant particulièrement de la redevance due à la RTNC par les détenteurs d'appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles, plus simplement dit le poste radio et des télévisions, la loi numéro 11/04 du 25 juin 2011 et ses mesures d'application spécifiques stipulées dans les arrêtés ministériels pris à cet effet prévoient que cette redevance soit incorporée dans la structure tarifaire des sociétés des télédistributions à raison d'un taux applicable de 10% sur les coûts des abonnements. Cependant, ces dispositions légales et réglementaires régulièrement promulguées souffrent de non-application, alors que la télévision nationale dispose d'un partenaire qui a une solution technologique capable de s'interfacer avec les systèmes informatiques des sociétés des télédistributions afin de leur permettre de percevoir pour son compte les redevances qui lui sont dues et faciliter au service d'assiette un contrôle plus efficace des déclarations de ces entreprises qui réalisent des chiffres d'affaires très importants. Revenant sur l'importance d'encourager l'entrepreneuriat, notamment dans les secteurs du numérique, le président de la République a insisté sur la nécessité de percevoir cette redevance créée dans le but de permettre à la télévision nationale d'être compétitive face à la concurrence et de jouer son rôle dans la consolidation de la démocratie, de la paix, de l'unité et de la formation de la conscience nationale. Au regard de cette noble mission et de ses multiples défis, il a précisé que ces animateurs doivent être accompagnés sans réserve dans leur volonté de doter à ces médias publics des moyens dont il a cruellement besoin pour accélérer son redressement et sa pérennité, car c'est notre bien commun. Enfin, le président de la République a chargé le gouvernement, à travers le ministre de la Communication et des Médias, de s'assurer que tous les télédistributeurs, sans exception, se soumettent sans délai aux prescrits de la loi et ses mesures d'application en cette matière. Un rapport circonstancié de l'entrée en vigueur effective de la loi et des mesures d'application précitées est attendu à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Dans la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a axé son intervention sur quelques points, abordant notamment au premier point, au nom du gouvernement, il a tenu à saluer la mémoire de compatriotes fauchés à la suite des bombardements du camp des déplacés de Mugunga et qui ont été inhumés le 15 mai 2024 à Goma dans la dignité et dans un esprit de solidarité nationale. Le gouvernement de la République avait dépêché sur place le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, le ministre des Droits humains ainsi que le ministre de la Communication et des Médias pour assister et accompagner les familles des victimes. Tout en remerciant
les organisations humanitaires, ainsi que les hommes et les femmes de bonne volonté qui se sont mobilisés pour assister les victimes et leurs familles dans la gestion des conséquences macabres de ces bombardements perpétrés par le Rwanda, le Premier ministre a réitéré l'engagement du gouvernement à ne ménager aucun effort, d'une part, pour poursuivre son assistance aux blessés encore internés dans les hôpitaux, et d'autre part, de déployer tous les efforts nécessaires en vue de ramener la paix dans la partie est de notre pays, qui n'a fait que trop durer. Pour le gouvernement, quoi qu'il arrive, ces crimes lâches ne resteront pas impunis. Pour clore ces chapitres sur les tristes événements de Mugunga, le Premier ministre a, avec l'autorisation du Président de la République, donné la parole au ministre des Droits humains, qui a fait rapport de la mission qu'il a effectuée sur place, aux côtés du ministre des Affaires humanitaires, afin de faire face aux conséquences du crime de guerre commis par le Rwanda au cours de ces bombardements sur les camps des déplacés de Mugunga. 35 compatriotes sont décédés, dont 22 enfants et 39 blessés qui sont pris en charge par le gouvernement. Avec le FONAREF et les gouvernements provinciaux, une assistance humanitaire a été apportée aux populations déplacées. 2 hommages dignes leur ont été rendus au stade de l'Unité, à Goma, dans un élan de communion où toutes les couches ont pu participer. Ils ont été inhumés au cimetière du Génocoste qui servira de premier mémorial pour toutes les victimes de cette guerre d'agression rwandaise. Le ministre des Droits humains a été complété par le ministre de la Communication et des Médias, qui a rassuré que des dispositions ont été prises pour faire de cet événement un moment de communion nationale autour du président de la République. Une journée entière y a été consacrée sur la télévision nationale et un briefing spécial a été organisé à partir de Goma pour apporter plus d'éclairage sur l'intervention du gouvernement, mais aussi répondre à d'autres questions d'actualité. Auprès de professionnels de médias, il a insisté notamment sur la nécessité de combattre la manipulation par la diffusion de la bonne information dans un contexte où l'ennemi s'attelle à propager matin, midi et soir des nouvelles qui sont totalement fausses et infondées. Le Premier ministre a aussi, dans la même veine, dit la détermination du gouvernement à continuer à apporter son appui humanitaire aux populations qui sont touchées, notamment dans les Tanganyika, par les glissements et autres catastrophes naturelles. Au second point de sa communication, le Premier ministre a salué le succès historique de la 6e et dernière revue du programme du gouvernement appuyé par la facilité élargie de crédit. Il a rappelé que l'accord triennal au titre de la facilité élargie des crédits a été approuvé en 2021 par le Fonds monétaire international pour un montant de plus d'1,5 milliard de dollars américains afin de maintenir la stabilité macroéconomique et de soutenir les réformes structurelles engagées par notre pays. Le gouvernement s'est réjoui de la fin heureuse de ces processus et surtout de l'approbation attendue de l'ensemble du dit programme tant par la direction que par les conseils d'administration du FMI dans les mois qui suivent. Au dernier point, le Premier ministre a redit la détermination du gouvernement à poursuivre son appui aux côtés de la CENI pour le parachèvement de la mise en place des différentes institutions après l'installation du Sénat le 13 mai dernier. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour relatif aux points d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté les rapports sur l'état et l'administration du territoire national qui reste globalement dominé par la poursuite des opérations militaires ordonnées par le président de la République dans la partie est de la RDC. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été notamment marqué par les soulagements consécutifs à l'arrivée de la délégation gouvernementale dépêchée à Goma pour rendre hommage aux victimes de bombardement du camp des déplacés de Mugunga. Les commentaires en sens divers de l'opinion au regard de la répétition des cas de naufrage ayant occasionné de nombreuses victimes sur le fleuve Congo dans les territoires de Kasongo, province du Maniema. Concernant les élections des gouverneurs et sénateurs, ces dernières n'ont pas été organisées dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Nord Ubangi, de Maïndombe, du Kwilu et de l'Équateur pour des raisons sécuritaires. Toutefois, pour la province de l'Équateur, la Cour constitutionnelle a ordonné au bureau provisoire de l'Assemblée provinciale, constitué au départ, d'organiser des nouvelles élections
de membres du bureau définitif dans les 7 jours à compter de la signification de l'arrêt. Sur un autre volet, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a salué les résultats encourageants de l'opération de grande envergure dénommée Panthère Noire conduite par la Légion nationale Tir en appui aux unités territoriales. Plusieurs gangs de criminels à Kinshasa continuent d'être démantelés et plus de 1000 délinquants ont été arrêtés, conduits vers le centre de Kanyama, KCC. 200 autres ont été conférés devant les instances judiciaires en attendant la fixation de la date. Cependant, il a déploré les comportements de certains éléments incontrôlés, non incorporés plutôt dans l'opération Panthère Noire. Il a insisté sur la nécessité pour la police et toutes ses unités d'observer scrupuleusement les droits de l'homme dans leurs interventions. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est aussi revenu sur la situation des sinistres et des catastrophes. Il a informé le Conseil de la nécessité de mettre sur pied, conformément à l'article 32 du décret numéro 24/01 du 12 février 2024 portant organisation de la protection civile en République démocratique du Congo, une commission multisectorielle ad hoc avec le concours de la société civile en vue de vulgariser et de sensibiliser la population locale sur le bien fondé de la nouvelle réglementation pour la protection civile en République démocratique du Congo. Toujours sur ces chapitres, pour sa part, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, est revenu sur la situation opérationnelle dans l'est de la RDC. Il a notamment annoncé l'offensive et la reprise par les forces armées de la République démocratique du Congo des positions occupées par l'armée rwandaise dans les localités de Vichumbi et de Kibirizi. Ces actions des forces armées de la République démocratique du Congo vont se renforcer davantage pour libérer toutes les autres parties occupées par l'ennemi. Dans les Nyiragongo, Rutshuru et Masisi, où ces ennemis multiplient des attaques, c'est là qui entraîne les déplacements massifs de population. Des dispositions ont aussi été prises. À l'ouest, la situation demeure sous contrôle et marquée notamment par la poursuite du ratissage en profondeur des localités de Kingala et parking dans la province de Mai-Ndombe en vue d'éradiquer un certain activisme qui revient avec certains Mobundo. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale a fait savoir au Conseil que les différentes zones de défense sont plus que déterminées à assurer la paix de nos populations et à préserver l'intégrité du territoire national. Évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant en tant qu'invité, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a passé en revue les développements de la conjoncture économique du pays ainsi que les différentes perspectives. En effet, l'économie nationale est marquée par une stabilité sur les marchés d'échange durant la semaine sous examen, impliquant une légère décélération du rythme et des formations des prix intérieurs. Par ailleurs, elle a informé le Conseil qu'à l'issue de la mission, au titre de la 6e et dernière revue du programme triennal appuyé par la Facilité élargie des crédits FEC, les autorités congolaises et le Fonds monétaire international sont parvenus à un accord au niveau des services sur les politiques économiques et financières nécessaires à la conclusion de la dite revue. Toutefois, cet accord devrait recevoir une approbation du Conseil d'administration du FMI lors de la réunion prévue au début du mois de juillet prochain et conduire à un décaissement de près de 152,3 millions de DTS au titre d'appui à la balance de paiement. En outre, les services du fonds ont également achevé la mission de consultation au titre de l'article 4. Il a été noté des résultats globalement positifs dans un contexte marqué par l'escalade du conflit dans l'est de la RDC. Elle a souligné que l'économie nationale devrait demeurer sur les sentiers d'une croissance forte alors que l'inflation est projetée à la baisse cette année par rapport à l'année 2023. Prenons en compte les facteurs de risques internes tels que les conséquences de l'inflation importée sur l'économie nationale et la persistance de la guerre dans la partie est du pays, la gouverneure de la Banque centrale a recommandé le respect des engagements pris dans le cadre du pacte de stabilité, lequel impose
des restrictions strictes sur les financements monétaires, des déficits budgétaires, le maintien d'une surveillance étroite des indicateurs des liquidités bancaires et l'émission des titres de la dette publique uniquement en monnaie nationale. À cela s'ajoute la mise en œuvre accrue de politiques sectorielles visant à encourager la diversification de la production locale, la réduction de la dépendance en matières premières et la dynamisation de l'activité économique. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. 2 notes d'information du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le ministre de l'EPS a présenté au Conseil 2 notes d'information portant respectivement sur les déroulements des épreuves de hors-session de l'examen d'État édition 2024 et sur l'état d'avancement de la passation de l'examen national de fin d'études professionnelles édition 2024. S'agissant du premier volet, il a indiqué qu'en exécution du calendrier scolaire 2023-2024, le ministre de l'EPST organise depuis le 6 jusqu'au 18 mai 2024 les épreuves hors session du jury national du cycle court de l'examen d'État édition 2024. Elle comporte la rédaction française pour le cycle court professionnel, la dissertation pour le cycle long des humanités, les épreuves à production des réponses des options techniques communément appelées épreuves traditionnelles, dont les notes sont comptabilisées pour la première journée de la session ordinaire de l'examen d'État prévu du 24 au 27 juin prochain. Les épreuves traditionnelles ont été depuis 2013 décalées en hors-session parce que leur correction est manuelle et exige beaucoup de temps. Ces décalages permettent de rendre les notes attribuées aux candidats des filières techniques disponibles avant l'organisation des épreuves à sélection de réponses connues sous l'appellation des questions à choix multiples. Complétée par la ministre de la Formation professionnelle et métiers, dans les seconds volets, cette dernière a tablé sur l'état d'avancement de la passation de l'examen national de fin d'études professionnelles édition 2024. Elle a souligné que les activités de cette session ont été lancées dernièrement à Mbuji-Mayi et connaissent une participation de 37 432 apprenants finalistes sur 63 002 inscrits, ce qui donne plutôt un accroissement de 400% par rapport à l'édition précédente. La ministre de la Formation professionnelle a signalé que cet accroissement permettra la création de nouveaux centres publics conventionnés et non conventionnés, l'octroi de mandats de gestion aux nouveaux partenaires éducatifs, la signature et la publication au journal officiel de 2 décrets portant création, organisation et fonctionnement de la Chambre nationale des arts et métiers, ainsi que l'autorité congolaise des régulations des qualifications et des certifications professionnelles. Le Conseil a pris acte de ces notes d'information. Projet intranet du gouvernement et invitation au lancement de 30 sites déjà opérationnels. Le ministre du Numérique a fait le point de l'état d'avancement du projet intranet du gouvernement et de l'invitation au lancement de 30 sites déjà opérationnels. Après avoir présenté toutes les actions menées dans le cadre de cet ambitieux projet voulu, initié et soutenu par les présidents de la République, le ministre du Numérique a informé le membre du Conseil de l'intégration à l'intranet de 30 ministères. Après avoir présenté toutes les actions menées dans le cadre de cet ambitieux projet voulu, initié et soutenu par les présidents de la République, le ministre du Numérique a informé le membre du Conseil de l'intégration intranet de 30 ministères et leurs administrations. C'est suivant cette veine qu'il a invité les différents membres du gouvernement au lancement des 10 sites prévus le 20 mai prochain à l'hôtel du gouvernement. Cette activité donnera l'opportunité aux ministres de découvrir les fonctionnalités de l'intranet de l'État, d'échanger avec les équipes de développement et de partager leurs suggestions pour améliorer davantage cet outil essentiel à la communication et à la collaboration de nos différentes administrations ministérielles. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Participation au Congrès sur les investissements et évolution des négociations sur les projets de l'accord de libre-échange avec les Émirats arabes unis. Le ministre du Commerce extérieur a fait le rapport de la participation au Congrès sur les investissements et évolution des négociations sur les projets d'accord de libre-échange entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. Abordant le premier aspect, il a assuré avoir pris part à la table ronde ministérielle sur l'investissement à Abu Dhabi du 7 au 9 mai 2024, tenue dans le cadre de la réunion annuelle sur l'investissement sur le thème « S'adapter à un environnement d'investissement en évolution, exploiter des nouveaux potentiels pour le développement économique mondial ». Dans ces cadres, il a mis en avant
les principales réformes entreprises dans notre pays pour rendre incitatif l'environnement des affaires et insister sur la protection et la sécurité des investissements privés. Il a également soutenu que la RDC, forte de ses potentialités économiques, constitue une des meilleures destinations d'affaires pour les investisseurs internationaux, aussi bien dans les secteurs primaires, secondaires que tertiaires. Faisant le point de l'évolution des négociations sur le projet d'accord bilatéral, les ministres du Commerce extérieur a rappelé les 2 premières réunions qui se sont tenues respectivement en juillet et octobre 2023. La tenue d'un 3e round des discussions sera l'occasion de vider des questions en suspens, portant entre autres sur les modalités des démantèlements tarifaires à la suite de la suppression et ou réduction des droits et taxes à l'importation sur base des listes marchandises proposées par les Émirats arabes unis et les dispositions applicables aux règles d'origine en vue d'harmoniser les vues entre parties sur l'écriture de certaines règles des produits ayant subi une transformation ou telles que visées à l'annexe 3A du chapitre consacré aux dites règles d'origine. Le Conseil de ministres a pris acte de ces rapports. Rapport de l'invitation de notre pays à la 60e Biennale de Venise en Italie. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a informé le Conseil de l'invitation de la République démocratique du Congo à la 60e Biennale de Venise en République d'Italie. Créée depuis plus de 120 ans, la Biennale de Venise, souvent qualifiée des Jeux olympiques du monde de l'art, est saluée comme le festival artistique et culturel les plus anciens et les plus influents du monde. Cette exposition mondiale d'art met en vedette 331 artistes du monde entier et se projette d'accueillir une multitude d'expositions et d'installations incontournables lors de l'événement biennal qui dure 8 mois, soit du 20 avril au 24 novembre 2024, a rappelé la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. C'est finalement à la 60e édition que la RDC a eu l'honneur et les privilèges d'être invitée pour la première, et c'est grâce à la diplomatie agissante du président de la République qui a replacé le pays dans les concerts de nations et dont la dimension diplomatie culturelle a été au cœur des actions du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, dont les rôles a présenté une autre image de l'identité congolaise. Pour l'édition 2024, ici est de mentionner que les thèmes retenus est étranger partout. Les festivités ont lieu dans plusieurs quartiers de Venise, parmi lesquels les Castello Giardini, qui abrite la partie principale de l'exposition, mais également un lieu dédié aux pavillons des pays ayant participé aux éditions les plus anciennes de la Biennale, ainsi que les salles d'Arsenal et des Venise et les jardins des Biennales. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Au 3e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de la 134e réunion ordinaire du Conseil de ministres du 3 mai 2024. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, a soumis au Conseil le projet d'ordonnance loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 27 mai 2024. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets d'ordonnance loi. Projet de décret fixant les procédures particulières des règlements des dépenses publiques et des paiements des dettes envers l'État, le ministre des Finances a soumis au Conseil les projets de décrets fixant les procédures particulières des règlements des dépenses publiques et des paiements des dettes envers l'État. Ces textes des 16 articles spécifient tour à tour l'objet, le champ d'application, les procédures des règlements des dépenses publiques en harmonie avec la loi anti-blanchiment de 2022, les sanctions contre les contrevenants et les dispositions transitoires. Il pose le principe des règlements des dépenses publiques par chèque nominatif, par mouvement interbancaire ou postal, par carte de paiement ou par tout autre instrument de paiement à partir de comptes bancaires ouverts au nom des ministères et institutions. Enfin, ces projets de décret organisent la procédure des règlements des dépenses publiques au niveau de la Banque centrale et des comptables publics assignataires des dépenses de ministères et des institutions. Il a été complété par les ministres d'État, ministres du Budget. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. Commencé à 15h39, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 19h19. Je vous remercie.
Voilà, c'était donc là le compte-rendu du gouvernement lu par son porte-parole Patrick Mouya Katembo et un conseil des ministres qu'a présidé le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et on voit finalement le bout du tunnel à l'Assemblée nationale. C'est la poursuite de ce journal. Les 8 candidats membres du bureau définitif sont désormais connus. Sylvie Moembo et Guy Kitoko nous font vivre l'ambiance de la campagne électorale à l'hémicycle du Palais du Peuple. Dépôt des candidatures suivi de l'affichage des listes des candidats aux différents postes du processus électoral vers l'installation du bureau définitif a atteint la phase de la campagne électorale ce jeudi 16 mai 2024 à l'Assemblée nationale. Le temple de la démocratie s'est métamorphosé par la multitude de calicots, des animations qui vantent les qualités de chacun des postulants tout en relevant la vision de tout et chacun. L'atterrissage est prévu pour le samedi 18 mai 2024, date de la proclamation des résultats et de l'installation du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Et c'est complètement bouclé le contentieux des résultats des élections sénatoriales du 29 avril dernier en RDC. 20 requêtes ont été enregistrées. La Cour constitutionnelle, sous la conduite de Dieudonné Kamuleta, a confirmé les résultats provisoires tels que publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Extrait. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des résultats aux élections sénatoriales, après avis du ministère public, se déclare compétente, donne au requérant acte de son désistement, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié au requérant, à la Commission électorale nationale indépendante et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 16 mai 2024, à laquelle ont siégé Madame et Monsieur Kamuleta Badibanga Dieudonné, président, Wasenda Nsongo Corneille, Mavungu Mvumbi Dingoma Jean-Pierre, Bokona Wipa Bonjali François, Kalume Asengo Tcheusi Alphonsine, Jala Ruyuma Bahati Christian, juge, en présence du procureur général représenté par le premier avocat général, Bonane, avec l'assistance de Madame Bijou Bouendoa, greffière du siège. Et sur ce, nous avions pris en délibéré 20 dossiers, 20 requêtes. Après la plénière de délibéré, 2 dossiers. Dans 2 dossiers, il y a eu désistement. 9 requêtes ont été déclarées irrecevables. 9 requêtes déclarées non fondées, ce qui fait qu'il n'y a aucune requête qui a été déclarée recevable et fondée. Un jeudi noir pour les Quinois, précisément ceux de la commune de Lansele, quartier Badara, une vue macabre. Une vingtaine de morts, victimes d'une collision entre un véhicule de transport en commun communément appelé 207 et un camion remorque. Regardez vous-même ces images tristes. Sur ces images prises par un smartphone par un observateur sous le choc, l'on peut voir cette tragédie. Des corps sur la chaussée pulvérisés par la violence de la collision spectaculaire entre un véhicule poids lourd et un bus de transport en commun. Nous sommes à hauteur de l'aéroport international d'Ndjili. Vu la violence de l'accident, les témoins parlent d'une vingtaine de morts et plusieurs blessés. Un bilan qui risque de s'alourdir. À la question de savoir la cause de cet accident, les voix sont unanimes. Un excès de vitesse fatal qui a vu les véhicules poids lourds percuter celui des transports en commun, causant ainsi un véritable carambolage. La scène était à la limite insupportable. Paix à leurs âmes. Et on prend tout à fait autre chose à présent. Aviation civile en RDC, le pays de Lumumba doit sortir de la liste noire. Un point de presse a été organisé par la firme Westminster, partenaire de la Régie des voies aériennes, sur la sûreté aérienne et la sécurité d'État. Regardez.
La question des sûretés de l'aviation civile, notamment des aéroports internationaux, ainsi que la sûreté des ports, autres infrastructures critiques, cette matière a fait l'objet de cette conférence de presse tenue par le groupe Westminster qui veut convoler en juste nonce avec la RVA. Le groupe Westminster veut appuyer la régie des voies aériennes en moyens financiers et humains et techniques dans la mise en œuvre de mesures de contrôle de sûreté. La sortie de la RDC de la liste noire de l'Union européenne ne dépend pas que de la sûreté. Ça dépend aussi de la sécurité aérienne. La sécurité aérienne, c'est tout le moyen mis en œuvre pour prévenir les accidents. La sûreté, les moyens mis en œuvre pour protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicites. Mais en ce qui concerne Westminster, on doit déjà travailler sur ça pour essayer ensemble d'accompagner l'État congolais, la RVA, de faire bonne figure. Le temps qui nous reste maintenant est très court, donc il faut faire vite, il faut commencer à s'y préparer. Je peux vous assurer que Westminster, ce n'est pas une société qui est née hier. Un jeu de questions-réponses entre les responsables de cette firme internationale et les journalistes, notamment entre les termes sûreté aérienne et sécurité de l'État, a ponctué cette conférence de presse. Et il existe désormais un plan de travail et de programmation des projets exécutés par le PDDRCS et l'Union européenne. L'abbé Bahala, coordonnateur national de ce programme, était en présence, en séance de travail, je voulais dire, avec le chargé d'affaires de l'Union européenne, Peggy Mukunda. L'Union européenne tient à concrétiser son appui aux opérations de pacification, des relèvements communautaires et de stabilisation entreprises par les PDDRCS dans certaines provinces de l'Est du pays à tout prix. Confirmation de Madame Mathilde Chudin, chargée d'affaires de l'Union européenne, à l'issue de leur rencontre avec le coordonnateur national du PDDRCS, le professeur Monsieur l'abbé Jean Bosco Bahala. L'Union européenne vient de consentir un appui substantiel à travers son agence d'exécution de l'Organisation internationale pour les migrations sur les projets ayant trait à la stabilisation et au relèvement communautaire en Ituri et dans le sud Kivu. Il s'agit des activités de haute intensité de main-d'œuvre, par exemple, dans ces territoires-là pour les anciens combattants, mais aussi pour les personnes à haut risque vulnérables dans les communautés. Une joie immense pour cette visite de réconfort qui montre que les partenaires financiers internationaux sont désormais confiants et veulent accompagner les PDDRCS. Nous allons mettre en œuvre toutes les discussions qui ont eu lieu depuis qu'on a commencé à propos de l'appui de l'Union européenne. C'est un de nos partenaires les plus importants. Nous sommes heureux de voir que la confiance revient. Le choix de l'Ituri comme province prioritaire des actions du projet de l'Union européenne rencontre parfaitement le plan opérationnel établi par les PDDRCS et accompagne les efforts actuels du gouvernement congolais et du chef de l'État pour le retour de la paix dans l'est du pays. Je vous l'ai dit au début de ce journal, l'ARSP, l'agence qui gère le secteur de la sous-traitance en RDC, a pris une série de mesures et Oscar Mbalkaïch est avec nous sur ce plateau de télévision. Il va nous en donner le contenu. Oscar Mbalkaïch. Décision numéro 003 de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés. Vu la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés, spécialement en son article 6 ainsi que ses mesures d'application, vu la loi numéro 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux nouvelles technologies de l'information et des communications, spécialement en ses articles 70 et 71, vu l'ordonnance loi numéro 22/030 du 8 septembre 2022 relative à la promotion de l'entrepreneuriat et des start-up, spécialement en ses articles 33, 35, 36 et 47, considérant les constats faits par la RSP à l'issue du contrôle des activités de sous-traitance effectué du 8 mai au 8 juin 2023 auprès des entreprises principales opérant
dans la ville-province de Kinshasa, constat selon lequel 18% de marché des sous-traitances dans les secteurs des télécommunications sont confiés aux sous-traitants éligibles, tandis que les sous-traitants non éligibles s'accaparent de plus de 82% des 10 marchés pour les chiffres d'affaires insignifiants laissés aux Congolais. Considérant la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur la création de l'emploi et l'émergence d'une vraie classe moyenne congolaise par la promotion de l'entrepreneuriat et la diversification de l'économie congolaise, considérant que les politiques de développement du contenu local, telles que prévues par les dispositions de l'article 5.1 du décret numéro 18/019 du 24 mai 2018 portant organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés ont toujours été élaborés et mises en œuvre dans tous les pays du monde avec pour objectif de protéger la main-d'œuvre locale et de faire participer les nationaux dans la chaîne de valeur de la vie économique, faisant du contenu local un levier de l'affirmation de la souveraineté nationale et de l'indépendance économique du pays, considérant qu'au terme des dispositions impératives de l'article 6 de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés, l'exercice des activités de sous-traitance est réservé aux seules entreprises à capitaux majoritairement congolais et dont la gestion est assurée par les Congolais, personnes physiques, en exécution des missions lui confiées par les textes légaux et réglementaires, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, ARSP en sigle, veille à l'accès au marché par le respect de l'application des conditions requises dans la conclusion des contrats et dans l'exercice des activités de sous-traitance dans les secteurs privés, conformément aux dispositions de l'article 5.3 du décret numéro 18/019 du 24 mai 2018 sus-évoqué, après examen, enquête et investigation menée à la suite du contrôle portant sur la période allant du 12 octobre 2020 au 30 avril 2023, l'ARSP relève plusieurs situations constitutives de violations manifestes des dispositions impératives de la législation sur la sous-traitance à charge des 11 sociétés de sous-traitance en contrat avec l'entreprise principale Huawei Technologies RDC SRL ci-après. Il s'agit de E-Engineering DRC SRL, Ayatacom RDC SRLU, Chine Communication Service Congo CCSC SRL, MAMB Service SRL, China Overseas Engineering Group SRL, Solutions sans fil intégré Africa SRL, Lusaka Telecom, Solutions RDC SRL, Integrated Wireless Solution Africa, IWS SRL, IENG DRC SAS, Afro Egypt Engineering DRC SRL, Spintelligent PT Ltd, je reprends, Spintelligent PT Ltd, vu les enquêtes menées à charge des 11 sociétés de sous-traitance identifiées ainsi que le procès-verbaux dressé par les officiers de police judiciaire assermentés relatifs aux auditions des responsables des 4 de ces 11 sociétés de sous-traitance et qui indiquent que toutes ces sociétés sont inéligibles à l'exercice de la sous-traitance en République démocratique du Congo et que 3 d'entre elles se sont fait délivrer frauduleusement des attestations d'enregistrement, entendu que ces 11 sociétés détiennent à elles seules, au sein des Huawei Technologies RDC SRL, plus au moins 82% des parts des marchés évaluées à environ 50 millions de dollars américains, considérant l'obligation
de concilier d'une part l'impératif de faire accéder les Congolais au marché des sous-traitances, contrarié par des procédures opaques et fantaisistes liées aux appels d'offres, et d'autre part la nécessité de laisser libre cours à la concurrence dans l'attribution des marchés par les entreprises principales, considérant les conclusions contenues dans le procès verbal de la séance de travail tenue en date du 23 avril 2024 entre les dirigeants de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP en sigle et ceux des Huawei Technologies RDC SARL en conformité avec les dispositions de l'article 5.1 du décret numéro 18/019 du 24 mai 2018 tel que modifié par le décret numéro 20/025 du 12 octobre 2020 en ce qu'il donne à l'ARSP le pouvoir de conclure avec les entreprises principales des contrats spécifiques visant le développement en leur sein de politiques sectorielles du contenu local, vu la nécessité et l'urgence. Décide. Article 1er. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP enjoint à la société Huawei Technologies RDC SARL d'annuler pour violation flagrante des dispositions impératives sur la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo, les contrats de sous-traitance signés avec les 11 sous-traitants dont les noms sont repris ci-dessus. Article 2. La RSP annule à dater de la signature de la présente décision les attestations d'enregistrement obtenues frauduleusement par 3 de ces 11 sous-traitants mis en cause et portant les numéros ci-après pour Lusaka Telecom Solutions RDC SARL, attestation d'enregistrement numéro 3647, ING DRC SAS, attestation d'enregistrement numéro 4253, MAMB Service SARL, attestation d'enregistrement numéro 8229. Ces entreprises sont en effet retirées de la banque des données des entreprises enregistrées et sont par conséquent inéligibles à l'exercice des activités de sous-traitance en République démocratique du Congo. Article 3. Tenant compte de la nécessité de ne pas perturber les opérations de Huawei Technologies RDC SARL, celle-ci est tenue dans un délai de 30 jours à dater de la signature de la présente décision de relancer les appels d'offres portant sur tous les marchés jadis confiés aux 11 sociétés inéligibles sus énumérées. Sans préjudice, c'est pour Huawei Technologies RDC SARL de mener en toute indépendance un processus transparent relatif à l'attribution de ces marchés, l'ARSP, conformément à l'article 5.1 et .3, 4e tiré du décret numéro 20/025 du 12 octobre 2020, communiquera une liste des sous-traitants éligibles tirés de sa banque de données pour leur permettre de compétir à armes légales et à chance égale en vue d'accéder aux 10 marchés, et ce pour ôter dans les chefs de la société Huawei Technologies RDC SARL tout prétexte tiré de l'absence ou de l'indisponibilité de l'expertise locale. Article 4. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP assurera par des mécanismes de contrôle périodiques les suivis et évaluations de l'exécution de la présente décision. Article 5. Enfin, la présente décision entre en vigueur à la date de sa signature ainsi faite à Kinshasa le 16 mai 2024. Kachal Katembe Miguel, directeur général. Oscar Mbalgaïch, merci pour cette belle lecture. Merci. Et j'en profite également pour annoncer que Congo Airways a le réel plaisir d'annoncer à son aimable clientèle la reprise de ses vols à destination de Goma mardi et samedi au départ de Kinshasa. Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter le service clientèle au numéro de téléphone 081 55 55 869.
Où en sommes-nous avec le projet Grand Inga? Une délégation de l'Agence nationale de promotion de ce projet ADPI et RDC a pris longue avec le président national de la Fédération des entreprises du Congo, Robert Malumba, a également échangé avec le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies. Ils ont évoqué la situation sécuritaire de l'Est de la RDC. Yvette Mankoutima, Gilles Piana. Les secteurs privés et les Nations Unies veulent mettre en place une stratégie pour mieux stabiliser le monde des affaires. Les représentants adjoints du secrétaire général des Nations Unies, Bruno Slemarki, a échangé avec le membre du conseil d'administration de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, sur la question sécuritaire qui fragilise l'économie et les secteurs privés. Le président national de la FEC, Robert Malumba, a salué l'initiative. Les représentants adjoints du secrétaire général des Nations Unies étalent quelques points. On a identifié de très nombreux points d'entrée dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau gouvernement. Il y a un certain nombre de dossiers qui semblent très importants. La question des chaînes de valeur, le partenariat public-privé pour lequel les Nations Unies sont très impliquées également, y compris ce que j'appelle les nœuds gordiens, donc les causes profondes des conflits en RDC. Comment est-ce qu'on peut réfléchir ensemble? Parmi ces causes profondes, il y a la question foncière qui est très importante pour les acteurs du secteur privé. Il y a la question de l'exploitation des ressources naturelles dans laquelle un grand nombre d'acteurs privés sont impliqués, minerais, des conflits, etc. Puis la question de la lutte contre la corruption, les flux financiers illicites qui sont également un grand point d'entrée pour une collaboration. Juste après, Robert Malumba a échangé avec une délégation de l'Agence pour le développement de la promotion du projet Grand Inga ADPI RDC qui tient à faire participer les secteurs privés congolais dans le projet Grand Inga pour le développement de l'économie de la RDC. La 8e édition du Forum Géosciences de l'Université de Kinshasa a vécu l'occasion pour l'autorité de régulation des marchés publics de plancher sur la mise en œuvre de la réforme des marchés publics en RDC. Rikin Zuzilea, reportage. Chercheurs, opérateurs politiques, économiques, corps scientifiques et autres entrepreneurs du domaine des géosciences ont participé au forum à l'université de Kinshasa, où les étudiants de la faculté des sciences et technologies ont organisé la 8e édition du Forum Géosciences sur le thème « Enjeux géostratégiques et économiques des ressources naturelles de la RDC face aux nécessités écologiques du développement durable et de l'approvisionnement mondial », thème interpellateur qui a ouvert la porte à l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, avec à sa tête le directeur par intérim Benoît Kalikat, qui a conduit le directeur de régulation de l'ARMP Céleste Kouzekissa comme intervenant. C'était une opportunité de parler des réformes dans le secteur des marchés publics face aux impératifs de la transparence, d'économie et d'efficacité. On voulait faire les bilans par rapport à la réforme qui a été initiée depuis 2010. Et si Géosciences nous a invités, c'est pour parler aussi des liens qui existent entre les marchés publics et le développement de la RDC, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des infrastructures, sur tous les aspects socio-économiques du pays. Archip Bangou, étudiant président du club Géosciences de l'université de Kinshasa, s'est déclaré satisfait et a manifesté sa nette reconnaissance face au soutien de l'ARMP et à sa participation. Les recommandations pertinentes et autres informations seront coulées en forme de mémoire pour soutenir le développement du pays. Rapidement, un autre communiqué avant de prendre le dernier reportage de ce journal. Conformément à la lettre du 5 avril 2024 du ministre des Finances portant nouveau système de demande en ligne des plaques d'immatriculation et des cartes roses, la SONAS informe le public qu'elle facilite en accord avec la Direction générale des impôts aux récurrents détenteurs ou non d'un contrat d'assurance automobile l'obtention gratuite des cartes roses auprès des agences implantées sur toute l'étendue du territoire national. Pour la ville de Kinshasa, à Lukunga, les agences du 30 juin, Sosimat, Gombe, du commerce, Bichingobila, district de Funa, les agences de Bandalungwa, Kalamungiringiri, à Moamba, les agences de l'imité 7e rue, place commerciale, Sonas DGI et de Kingabois, Tiangou, agence de Massina, quartier 1 pour les provinces, s'adresser à l'agence la plus proche de votre milieu d'activité. Les échanges commerciaux entre lignes, un levier puissant
Pour booster l'économie, la RDC se lance dans ce domaine en mettant en place des mécanismes d'accompagnement, sujet d'un colloque de formation tenu à Kinshasa. Yvette Makoutima. Vendre et acheter par voie électronique, c'est la pratique des affaires de nos jours. La République démocratique du Congo s'est hissée au diapason de cette réalité mondiale à travers ces colloques de formation autour du thème « La douane face aux défis du commerce électronique, état des lieux, opportunités, défis et pistes de solutions ». Des assises qui ont vu défiler d'éminents professeurs d'université venus de France, de Belgique, du Bénin et d'ailleurs, de la Fédération des entreprises du Congo, de la douane, y compris ceux du cabinet Mavinga Declercq. L'Université de Liège attache beaucoup d'importance au renforcement des capacités à plusieurs niveaux. Nous encadrons des recherches, mais nous voulons aussi renforcer les capacités au sud, au niveau des ministères, au niveau des entreprises privées, mais aussi au niveau scientifique. L'Université de Liège dispose d'un instrument pour appuyer, pour organiser sa politique de coopération. Cet instrument s'appelle le PACODEL, et le PACODEL dispose d'une représentation permanente ici à Kinshasa. Sur le campus de l'Université de Kinshasa, nous avons une plateforme qui est animée par le professeur Raoul Sambiani. Et donc c'est cette plateforme, cette antenne ici à Kinshasa qui co-organise avec le cabinet Mavinga ce colloque. Les commerces électroniques, piliers dans les échanges commerciaux entre États, cela comporte aussi quelques difficultés, notamment l'insuffisance du cadre normatif, la collecte des données, la surfacturation et ses conséquences sur la valeur en douane. La liste n'est pas exhaustive, d'où ces colloques pour mieux outiller les acteurs concernés. Le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale porte à la connaissance du public congolais en général et des organisations professionnelles d'employeurs et des travailleurs en particulier qu'au terme de l'ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023 fixant la liste des jours fériés légaux en RDC, la journée du vendredi 17 mai 2024, journée des forces armées de la République démocratique du Congo, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Les villes de Kikwit, Idiofa et Gungu, bientôt électrifiées à la centrale hydroélectrique de Kakobola, dans la province du Kwilu, le projet des lignes de transport est sur le point d'être achevé. Marie Kalong. Le projet de construction des lignes et réseaux de distribution du projet Kakobola sont exécutés à 95%. L'énergie provenant du poste de départ de Kakobola est conduite vers les villes de Gungu d'une part et de l'autre vers le poste intermédiaire ou de répartition situé au point kilométrage 600. C'est à partir de ce poste que l'énergie est distribuée vers la mission catholique Athènes, le village Bachamba, la ville d'Idiofa, mais aussi la ville de Kikwit. L'ingénieur civil Patrick Kaja de la GCK, que dirige le coordonnateur Gabriel Pombomulenda, donne des précisions sur le poste infront de Kikwit. Vous avez là derrière vous le poste d'arrivée de notre poste de Kikwit. Et là, tous les équipements qu'on pouvait voir sont déjà installés jusqu'à arriver au niveau de notre transformateur de puissance qui est de 10 MVA. Tous les équipements sont connectés aux différentes armoires que vous avez eu à visiter avec nous. Nous sortons avec 3 filaires qui vont nous servir d'alimenter toute la ville de Kikwit au travers des 66 transformateurs de distribution qui sont parsemés au travers de la ville. Le go de ces travaux de ligne avait été donné par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenzemoukaleng, lors de sa dernière visite dans cette province. Les activités fonctionnent au ralenti dans cette partie du Grand Bandundu où seuls les petits moteurs ou groupes électrogènes tournent au quotidien. La population est impatiente de voir l'électricité produite par la centrale de Kakobola. Même 2 jours. Le patron de l'énergie, Olivier Mwenzemoukaleng, ne ménage aucun effort pour l'achèvement de ces travaux de Kakobola dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, vient de suspendre
à titre conservatoire pour une durée de 30 jours à dater de la notification de la présente. L'émission Bossolona politique officielle sur tous les médias opérant en RDC. En entendant la décision finale de l'Assemblée plénière, le directeur de programme accompagné du présentateur de l'émission sont attendus au Conseil pour présenter les moyens de défense. Le procureur général près le Conseil d'État est prié d'apporter son concours à la bonne exécution du présent acte qui entre en vigueur à la date de son adoption. L'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique de la RDC INERA renaît lentement de ses cendres. Son directeur général revient de la province de Chopo où il a vu les conditions de travail sur place. Sandra Nyangui. Nous sommes ici dans le territoire d'Issangui, dans la province de la Chopo, précisément dans la localité de Yangambi, localité qui a donné son nom à ce grand centre de recherche de renommée internationale. Et quelles sont les réalisations agricoles effectuées par le centre de Yangambi? Le président du conseil d'administration de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique de la RDC INERA s'y est rendu, question d'en avoir le cœur net. À son arrivée, Hilaire Kikobia Kasusa a échangé avec les agents et cadres de l'INERA Yangambi. Le grand souci du gouvernement est de valoriser ce centre créé en 1933 dans le but de promouvoir et de développer scientifiquement l'agriculture congolaise à travers les études, les recherches et l'expérimentation agricole appliquée. Le PCA de l'INERA a expliqué au personnel de cette entreprise cette vision, mais aussi le partenariat existant. Les échanges ont gravité également autour des conditions de travail des agents et cadres ainsi que la mise en place des unités de transformation de conservation des produits agricoles. Hilaire Kikobia Kasusa a profité de son séjour à Yangambi pour visiter quelques domaines, notamment le domaine de Yaekana, où sont basées la pisciculture et la station de climatologie avec comme objectif de réorganiser le calendrier agricole au regard de changements climatiques qui se fait déjà ressentir dans notre planète. Ce centre possède plusieurs domaines de recherche, notamment l'agroforesterie, le maïs, le riz, le café arabica, le cacao, l'arachide ainsi que le palmier à huile. Ceci est le dernier communiqué de ce journal. L'autorité de régulation des marchés publics ARMP salue l'ouverture par le parquet général près la Cour des cassations d'une instruction portant sur 2 contrats de marchés publics, l'un signé entre le ministère de Développement rural et la société Stever Construct portant sur les forages et la construction des stations mobiles de traitement d'eau et l'autre entre la ville-province de Kinshasa et la société Soltra Sarlu pour acquisition et installation des lampadaires dans la ville de Kinshasa. L'ARMP tient à informer l'opinion que ces 2 contrats n'ont jamais été enregistrés auprès de ces services conformément à l'article 11 du décret du 28 décembre 2010 portant modalité d'approbation des marchés publics et des délégations des services publics. Pour leur part, les titulaires des 10 marchés ont failli à la même obligation qui leur est pourtant imposée par la circulaire du 31 juillet 2020 portant respect de l'accomplissement des formalités d'enregistrement et des marchés publics, délégation des services publics et les contrats de partenariat public-privé auprès de la RMP. La double conséquence de cette violation de la législation en la matière est que d'une part, ces 2 marchés ont échappé au contrôle a posteriori de la RMP qui aurait décelé toute irrégularité avant leur exécution et d'autre part, les titulaires de ces marchés se sont dérobés de leur obligation de payer la redevance des régulations qui est due à la RMP. La RMP invite les autorités contractantes et les titulaires des marchés à se conformer à la législation en vigueur en matière des marchés publics et délégation des services publics pour assurer la bonne gouvernance et éviter les sanctions. Voilà, qui boucle complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il a été réalisé par Yolande Voka. On vous retrouvera très prochainement. Bonsoir chez vous.